Bonsoir à tous. Alors, en réalité, depuis Chasseneuil-du-Poitou et depuis la direction générale du CNED à Chasseneuil-du-Poitou, puisque nous sommes des éléments de la décentralisation française et avec joie d'ailleurs. Donc, je m'appelle Arnaud Desjardins et en ma qualité de modérateur, j'ouvre avec grand plaisir cette table ronde, dont je vous rappelle encore une fois l'intitulé « Inclure les exclus de l'enseignement à distance, difficultés, contraintes, solutions ». Alors, avant toute chose, je tiens à adresser quelques remerciements à l'Institut français d'Italie pour l'organisation de ces tables rondes, à Nelly et Sophie en particulier, en tout premier lieu, parce que ce sont de parfaites organisatrices, des pédagogues passionnés et puis tout simplement belle rencontre. Je remercie également l'Institut français de m'avoir confié la modération et ce faisant d'avoir associé le CNED à un moment important de réflexion entre acteurs de l'éducation à l'échelle internationale. Alors, Michel Reverchon-Billot, qui est le directeur général du CNED, me charge de vous saluer et il me charge de vous dire qu'il est particulièrement sensible au fait que le CNED ait été associé à cet événement. Alors, j'ai parlé d'un événement à échelle internationale, c'est vrai, c'est entièrement vrai. Il faut d'emblée dire que notre focus au cours de cette table ronde portera essentiellement sur les réalités italiennes et françaises. Et puis, bien sûr, je remercie tout particulièrement le public et les intervenants de cette table ronde, intervenants que je vais essayer de présenter rapidement. D'abord, M. Raffaele Ciambrone, qui est inspecteur technique du ministère italien de l'Instruction. Il a dirigé entre 2011 et 2018 le bureau central du ministère de l'Instruction italien qui s'occupe donc d'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Monsieur Ciambrone est auteur de nombreux articles et d'ouvrages scientifiques sur des sujets didactiques et pédagogiques liés en particulier au modèle inclusif italien. Enfin, j'ajoute que monsieur Ciambrone représente l'Italie au sein de l'Agence européenne pour les besoins spéciaux et l'éducation inclusive. Merci, monsieur, de votre participation. Alain Bourg, pour sa part, a été enseignant, puis inspecteur de l'éducation nationale. Monsieur Bourg est aujourd'hui chef du bureau de l'école inclusive à la Direction générale de l'enseignement scolaire auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports français. À ce titre, donc, monsieur Bourg contribue au cadrage national de la politique éducative pour les élèves à besoins éducatifs particuliers et notamment les élèves avec des difficultés d'apprentissage, les élèves en situation de handicap, les élèves scolarisés en centre éducatif fermé, les élèves à besoins éducatifs spéciaux et les élèves à haut potentiel. Elisabetta Pacosi est professeure de soutien au lycée du Sacré-Cœur de Florence. Elle est également psychologue du développement et d'éducation. Et dans son activité privée, Elisabetta s'occupe principalement de l'aide à l'apprentissage pour les enfants, les élèves porteurs de troubles cognitifs et de troubles de l'apprentissage. Monsieur Nicolas Le Goff est chef d'établissement, il est proviseur du lycée Giono de Turin, il a été enseignant d'histoire-géographie, puis personnel de direction dans différents établissements et il présente un parcours professionnel international qui est particulièrement riche. Je ne cite pas tous les postes, mais Djibouti, Tunisie, le Maroc, entre autres. Quelques mots sur mon profil, rapidement. Quant à moi, je suis Arnaud Desjardins. J'ai été enseignant de philosophie au lycée, en classe préparatoire aux grandes écoles, à l'université. J'ai été personnel de direction en lycée. J'ai été ingénieur de formation à l'ESN, l'ESN-ESR, qui est l'école des cadres de l'éducation nationale. Et puis, me voilà directeur des formations et services du CNED, ce qui signifie que je suis, pour le dire vite, responsable de la doctrine pédagogique du CNED, à la fois telle qu'elle est déployée dans nos parcours scolaires, mais aussi pour nos parcours destinés à un public adulte, puisque le CNED a cette double casquette, à la fois enseignement scolaire et enseignement supérieur, préparation de concours, formation professionnelle continue. Je vous dis quelques mots de nos modalités d'organisation pour cette table ronde. D'abord, il n'y a pas, durant cette table ronde, de possibilité d'intervention directe du public. Par contre,
Vous pouvez poser des questions dans le chat qui se trouve en bas de votre écran et vous posez ces questions durant tout le déroulé de la table ronde. À la fin de cette table ronde, si nous parvenons à maîtriser le timing, ce que je souhaite, elles seront relayées et modulo quelques choix qui seront sans doute nécessaires, je pourrai les relayer à nos intervenants. C'était le premier point. Deuxième point, je vous précise que toutes les références qui seront citées dans les débats, bibliographie, cytographie, seront reprises dans les actes du colloque. Par ailleurs, pour pouvoir progresser, là je m'adresse en particulier à nos intervenants, pour pouvoir progresser dans les différents moments de cette table ronde, pour équilibrer les temps de parole et puis précisément pour laisser un peu de temps aux questions à la fin, je demanderai à chacun de nos intervenants de ne pas aller au-delà de 5-6 minutes à chaque tour de table, à chaque prise de parole, et si possible de faire un peu moins quand une contribution peut être faite de façon plus concise. Par ailleurs, je vous demande si possible de couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Ça permet un confort sonore très, très supérieur. Et puis, dernier point, comme modérateur, moi, j'essaierai de rester, encore une fois, si possible, maître du temps. J'essaierai d'organiser la circulation de parole. J'essaierai de respecter et faire respecter le fil conducteur de nos échanges. Et puis, sans doute que je ne m'interdirai pas quelques rebonds, quelques transitions. Quelques mots, avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques mots sur les enjeux de cette table ronde. Et je reviens une fois encore sur son intitulé, « Inclure les exclus de l'enseignement à distance ». Alors c'est un intitulé qui, il faut le dire, interpelle, en tout cas qui m'a interpellé. En particulier dans le contexte qui est le mien, le contexte français évidemment, d'abord parce que la distance a été et est encore un outil majeur de continuité pédagogique durant la crise sanitaire. Et aussi et surtout parce que l'enseignement à distance, sous certaines conditions bien sûr, dans des conditions très très précises, l'enseignement à distance en France est une modalité d'accrochage ou de raccrochage de certains publics les plus éloignés de l'école jusqu'à devenir, pour certains, de façon longue ou plus transitoire, une scolarité de plein droit, encore une fois dans des conditions bien définies. Donc un titre qui m'a secoué, mais qui pose un certain nombre de questions que je voudrais esquisser ici. D'abord, qui sont les exclus dont on parle? On va sans doute renvoyer à des situations très variées. Les élèves porteurs du handicap, les élèves porteurs de troubles 10, les élèves allophones, les élèves non scolarisés antérieurement, très peu scolarisés antérieurement, des mineurs incarcérés, des enfants intellectuellement précoces. Au-delà de cette diversité, comment faisons-nous en sorte que précisément ces élèves ne soient pas exclus, ni du système éducatif en temps ordinaire, ni de la continuité pédagogique en période de crise sanitaire et de fermeture complète ou partielle des établissements? L'accompagnement spécifique des publics fragiles, l'inclusion des publics fragiles dans toute leur diversité constitue à coup sûr un véritable défi en temps ordinaire. Ce défi, de toute évidence, a été rendu encore plus complexe, largement accru par le contexte de la crise sanitaire et des différents confinements que nous avons connus et que nous connaissons encore. Le contexte sanitaire, la fermeture des établissements, le recours massif au distanciel ont pu contribuer à accroître les difficultés des publics fragiles. C'est un fait, je pense que nos intervenants y reviendront. Peut-être que ce contexte, ce recours au distanciel ont pu engendrer de nouvelles formes de fragilité, celles qui sont par exemple liées à des problématiques d'équipement, celles qui sont liées à des problématiques d'espace de travail à domicile, d'accès au réseau, de compétences numériques, plus largement d'accessibilité numérique. A contrario, peut-être que l'on dégagera aussi l'idée que les nouvelles formes d'enseignement qui ont été déployées durant la crise ont peut-être ouvert des pistes nouvelles d'accompagnement de ces publics spécifiques. Et donc, c'est toute cette
diversité des réponses et toute cette richesse du bilan de la crise sanitaire et des modalités de la continuité pédagogique que je souhaiterais explorer avec vous. Derrière tout cela, évidemment, philosophiquement, politiquement, l'enjeu est absolument majeur. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir comment on peut garantir le droit de chaque élève, quels que soient ses besoins spécifiques, quelle que soit la nature de son empêchement, à recevoir une instruction qui lui permette de s'accomplir au maximum de ses potentialités comme individu libre, comme citoyen responsable, et puis aussi à terme, comme actif, capable d'un épanouissement professionnel et sans doute de rebond professionnel. Alors, je vous propose d'articuler cette table ronde en 3 grands moments, si vous le voulez bien. Le premier moment serait un focus sur le contexte en temps ordinaire. L'idée là est de savoir comment les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc encore une fois les porteurs de handicap, troubles 10, les élèves allophones, les enfants intellectuellement précoces, les mineurs incarcérés, les itinérants, comment ces élèves à besoins éducatifs particuliers sont-ils pris en charge, accompagnés en temps ordinaire? Quel modèle d'inclusion ou quel modèle d'intégration, on verra ce que recouvrent ces 2 termes, quel modèle d'inclusion ou d'intégration est déployé en Italie et en France? Quels principes philosophiques, quels principes juridiques, pédagogiques mettons derrière la notion d'inclusion? Et puis, quelles sont les traductions concrètes de ces politiques d'inclusion? Voilà pour ce premier moment qui sera un moment de constat et de présentation du contexte des réponses habituelles en contexte ordinaire dans nos 2 pays. Je vous proposerai un deuxième moment qui nous amènera à porter un regard aiguisé sur les constats qui sont liés cette fois à la crise sanitaire. Ici, je voudrais donc vous proposer d'explorer ce que la crise sanitaire a changé pour le suivi des publics fragiles. Je crois que c'est le cœur de notre discussion. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé pour le suivi des publics fragiles? Comment l'accompagnement des élèves les plus fragiles a-t-il pu être maintenu sous la même forme ou sous d'autres formes durant les confinements? Est-ce que l'adaptation et l'inclusion ont été les oubliés des mesures de continuité pédagogique? Est-ce que cette période de confinement, au contraire, a permis d'expérimenter de nouvelles solutions? Et puis, est-ce que nous avons des indicateurs en matière de décrochage, par exemple? Bonjour et bon après-midi tout le monde.
Je voudrais remercier l'Institut français pour avoir organisé ce colloque et pour m'avoir invité. L'Italie est le pays en Europe où il existe une inclusion totale. Nous faisons la distinction entre des systèmes totalement inclusifs, des systèmes mixtes et systèmes avec distinction comme le système allemand, par exemple, où ne pas beaucoup d'entrées d'élèves porteurs d'un handicap dans des classes normales. Le système mixte est celui qui voit les deux aspects. En 71, l'Italie a fait ce choix, à savoir insérer les élèves porteurs de handicap les moins graves dans les classes normales. Après quoi, l'ensemble du pays, on a beaucoup discuté pour voir s'il était opportun de conserver cette situation, s'il valait mieux inclure également les porteurs de handicap graves. Et après 5 ans, l'on a décidé de passer à une inclusion totale. Donc, nous accueillons dans nos classes des élèves avec des handicaps sensoriels, par exemple, mais également des élèves avec des handicaps intellectuels très graves. Et ce sont la plupart d'ailleurs, ils représentent 75%. Il y avait aussi des classes différenciées autrefois en Italie. C'était des étudiants qui avaient des besoins d'éducation, besoins éducatifs particuliers, des étudiants qui avaient des problèmes d'adaptation du comportement, par exemple. Et puis, en 92, ces classes ont été éliminées et nous nous sommes orientés vers ce modèle d'inclusion totale qui se base sur la présence d'un étudiant spécialisé pour ces activités que nous appelons activités de soutien. Et selon donc la gravité du handicap, l'élève a un enseignant de soutien dans un rapport 1 à 1. Donc, toute la durée des classes, pour toute la durée du cours ou pour une période plus brève, si le handicap est grave. S'il y a des problèmes d'autonomie ou de communication, l'on a aussi un assistant qui accompagne cet élève, un assistant pour l'autonomie et la communication. Pensons donc à des étudiants aveugles ou sourds qui ont besoin d'experts qui connaissent le braille ou la langue des signes, par exemple, mais pour les handicaps intellectuels qui peuvent également leur permettre de participer. Nous insistons sur le fait que l'enseignant de soutien ne doit pas être un enseignant pour cet élève-là, mais un enseignant pour toute la classe. La véritable inclusion a lieu lorsqu'il y a une coopération entre l'enseignant normal et l'enseignant de soutien. Et de cette façon, il peut contribuer à une didactique plus inclusive pour tout le monde. Car, comme on l'a dit au début, nos classes sont très hétérogènes. Elles accueillent des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, pas des troubles de l'apprentissage, mais des difficultés d'apprentissage qui peuvent être de longue durée. Parfois, par contre, elles peuvent être plus limitées dans le temps. Il peut y avoir des problèmes de dyslexie et des problèmes liés à nos connaissances de la langue et également des étudiants, ce qu'on appelle les enfants particulièrement doués, les enfants EHP. L'Italie s'est organisée de cette façon. Nous avons un nombre très élevé d'enseignants de soutien. Sur 268 000 élèves avec porteurs de handicap, il y a 190 000 enseignants de soutien. Le rapport n'est pas 1 à 1, mais 1 à 1,4,5. Et puis, pour des élèves
avec dyslexie, il n'existe pas l'enseignant de soutien, mais nous avons un plan didactique personnalisé. Ce principe est en train de s'étendre et est valable un peu pour aider en cas de difficulté des classes. À côté de la personnalisation, il y a des dispenses, en ce sens que la possibilité existe de réduire les interrogations, donner davantage de temps aux élèves pour faire une traduction du grec ou du latin, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres fragilités dont il faut tenir compte. Les élèves en prison, par exemple, là, il faut dire surtout ceux qui sont hospitalisés. Et c'est quelque chose qui a vu le jour en 1992, à partir des étudiants porteurs de handicap. On avait prévu alors des formes d'éducation à domicile et des sections d'écoles dans les hôpitaux. Alors, ceux qui avaient un diagnostic de plus de 30 jours d'hospitalisation, là, l'enseignant pouvait se rendre chez cet enfant pendant un certain nombre d'heures. Et on verra que ce schéma, ce modèle, cette approche a été adoptée récemment en présence de l'urgence du confinement. Et ce sont là les formes. Il y a beaucoup de flexibilité du point de vue de la didactique, mais nous avons ce modèle d'intégration pleine, tant et si bien que les classes dites spéciales, depuis plus de 40 ans, ont été totalement abolies en Italie. Merci beaucoup, monsieur. Je me tourne maintenant vers monsieur Bourg, qui va un petit peu répondre à la même question pour le modèle français. Monsieur Bourg, est-ce que vous pouvez nous présenter le modèle français d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui lui aussi se présente comme inclusif? Oui, tout à fait. Effectivement, alors il y a toujours des questions derrière, bien sûr, hein, de définition des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette définition est très large, très ouverte. On peut y mettre des profils très divers. Mais pour répondre en écho aux propos de M. Champion à l'instant, alors dans les élèves en besoins éducatifs particuliers, comme vous l'avez rappelé en introduction, il y a des élèves en situation de handicap, bien sûr. Il n'y a pas que ce profil d'élèves-là. Il y a aussi les élèves à haut potentiel. Nous avons des élèves aussi que nous appelons des élèves qui relèvent de l'adaptation scolaire. Ce sont des élèves qui ont des difficultés scolaires durables. Et donc, nous avons mis en place effectivement des dispositifs qui aujourd'hui sont un petit peu anciens, ceux-ci. Mais par contre, pour les élèves en situation de handicap, nous avons des dispositifs beaucoup plus récents et qui eux, alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nos élèves en situation de handicap, si je fais un focus sur ces élèves-là, nous avons environ 450 000 élèves à l'éducation nationale en situation de handicap. Alors, une petite partie, c'est 15% des élèves sont dans des établissements médico-sociaux, effectivement. Mais donc, vous voyez, il nous en reste 85% qui sont à l'école, chez nous, dans nos classes, en grande partie dans les classes ordinaires, dans le premier degré, dans le second degré. Et puis, pour certains élèves, nous avons mis en place des dispositifs spécifiques que nous appelons des ULIS, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et ces unités localisées, comme le nom l'indique, ce n'est pas une classe, c'est une unité. Ça signifie que l'élève, quand il arrive à l'école, tout d'abord, il est dans une classe ordinaire, il est rattaché en 6e, en 5e au collège, en CM1, dans le premier degré. Et à partir de là, eh bien, il va suivre sa scolarité dans cette unité ou dans la classe dans laquelle il est rattaché. Et il va parfois fluctuer d'un endroit à un autre. Donc, on est dans un dispositif inclusif qui veut répondre aux besoins de l'élève au plus près de ses besoins. Donc, peut-être que dans certaines disciplines, ça a plus de sens qu'il soit dans sa classe de référence et dans d'autres, qu'il soit en regroupement avec d'autres élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc ça, c'est le choix que nous avons fait. Et nous sommes en train d'évoluer encore aujourd'hui à l'heure actuelle, puisque les établissements médico-sociaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui scolarisent que 70 000 élèves, nous sommes en train d'évoluer dans ce dispositif-là, puisque nous créons maintenant ce que nous appelons des unités d'enseignement externalisées. C'est-à-dire que les élèves du médico-social viennent de plus en plus
à l'école, dans nos classes. Et là aussi, ils sont dans une démarche inclusive, c'est-à-dire qu'ils ont des temps où ils sont dans des classes ordinaires et des temps où ils sont en regroupement. Et dans ce cas-là, il y a du personnel en plus, renforcé, hein, évidemment, qui est là présent. Je donnerai l'exemple de la stratégie nationale pour l'autisme que nous avons mis en place depuis 2017 et qui voit l'ouverture, justement, par exemple en maternelle, de ces unités d'enseignement maternel autisme qui accueillent, dans une unité, vous avez 7 élèves, avec un accompagnement mixte, éducation nationale et médico-social. Et cet accompagnement, l'objectif, il est très simple. L'objectif, c'est une scolarisation à titre individuel dans une classe ordinaire. C'est pour ça qu'on commence très tôt, dès la maternelle, parce que nous espérons qu'au bout des 3 années de maternelle, l'élève pourra rejoindre un CP ordinaire et suivre avec ses pairs dans ce genre de dispositif. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément. Nous en ouvrons chaque année, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Mais voilà, ça c'est une modalité. L'autre modalité que nous avons fait, l'autre choix que nous avons fait, pardon, c'est aussi l'accompagnement humain. C'est-à-dire que pour certains élèves, justement pour favoriser cette scolarisation à titre individuel au milieu d'une classe ordinaire, avec 25 autres élèves, eh bien c'est l'accompagnement humain, c'est-à-dire des personnes qui vont aider soit un élève, soit 2, 3 élèves qui ont besoin d'une aide dans le cadre de leurs apprentissages. Voilà, donc c'est tout ce dispositif que nous avons monté qui est en train de se développer. Donc nous sommes pour nous dans un modèle inclusif aussi, avec une autre forme que celui d'Italie, mais qui reste pour nous un modèle fortement inclusif. Alors ça, c'est pour les élèves en situation de handicap. Après, si vous voulez, sur les autres profils d'élèves, eh bien aussi, parce qu'au-delà de ces élèves-là, il y a d'autres élèves, par exemple les élèves avec des troubles du langage et des apprentissages. Ce sont des élèves qui sont complètement inclus dans les classes ordinaires aussi et qui peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques d'accompagnement. On appelle ça un plan d'accompagnement personnalisé, par exemple. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure les élèves à haut potentiel. Ce sont des élèves qui sont aussi dans nos classes. Et là aussi, il peut y avoir ce type de plan qui se met en place. Il peut y avoir d'autres accompagnements spécifiques pour ce profil d'élèves. Voilà. C'était un rapide balayage des dispositifs que nous mettons en place. Merci, Monsieur Bourg. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Et je remercie nos 2 intervenants qui ont respecté vraiment le temps de parole, ce qui nous permet d'interroger Elisabetta, qui peut-être peut nous présenter quelques illustrations de terrain de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers en Italie. Sì, io ho cercato di fare un discorso. Bien, j'ai voulu faire un discours général sur le support, l'aide que nous assurons aux étudiants BES en Italie. L'offre didactique que nous utilisons est une offre individualisée, personnalisée, au moment où l'on s'efforce d'atteindre des objectifs qui sont les mêmes que ceux de la classe. C'est personnalisé, comme le disait M. Ciambrone, lorsque on respecte le parcours de l'individu. Et donc, les objectifs ne sont pas nécessairement communs. Je prends un exemple. L'autisme, le contrôle des sphincters de l'enfant n'est pas un objectif de toute la classe, mais c'est un objectif individualisé. La didactique dans le cadre de la classe devient inclusive. En Italie, on parle de normalité spéciale quand on utilise une didactique qui n'est pas normale, mais qui n'est même pas spéciale, en ce sens que l'on s'efforce d'avoir une influence réciproque entre la didactique normale et celle spéciale. Donc, on a vu que intégrer un sujet dans une classe sans un accompagnement, cela ne servait pas à grand-chose. L'utilisation d'outils qui sont comme des prothèses pour le handicap, cela n'aide pas l'enfant dans son projet. L'enfant et l'enfant un peu plus des jeunes. La didactique répond aux besoins de normalité. La normalité, cela signifie qu'il faut appartenir, avoir une identité, appartenir au groupe, à la classe, être accueilli, et un sentiment de conformité positive et le besoin de la spécialité, fonctionner au mieux de ses possibilités. Or,
sur le plan didactique, quand on intervient sur ces jeunes, on s'efforce de donner des réponses qui soient aussi normales que possible. On s'efforce de puiser dans les réponses et dans les ressources spéciales au moment où les ressources normales, entre guillemets, ne fonctionnent pas. La didactique doit être un pont, une passerelle, doit trouver des points de contact entre les objectifs curriculaires et les objectifs spéciaux. Ceci est fondamental quand il s'agit de co-responsabilisation des professeurs, les enseignants de soutien, c'est-à-dire celui qui connaît mieux la méthodologie, les outils et le jeune destinataire, et l'offre de formation des autres enseignants qui sont experts en leur matière et qui sont considérés singulièrement et comme équipe. Et donc, la recherche constante de points de contact assure cette co-responsabilisation et cette relation importante entre les deux types d'offres formatives. Pour ce qui est des méthodologies, là, normalement, on fait référence dans cette perspective à deux principes. Le principe de parcimonie, moins on adapte et mieux ce sera. On introduit moins de changements à l'offre qui est faite. Et pourquoi? Parce qu'il faut être naturel. L'altération, il ne faut pas altérer la situation, mais il faut s'inspirer également au principe de l'équité. Et donc, il faut une intervention qui soit décisive pour l'élève et pour faire une action qui soit efficace. Le but principal de la didactique pour les enfants à besoins spéciaux, c'est d'avoir un niveau très élevé de participation active aux activités normales. Il ne faut pas un élève qui soit spectateur de la journée scolaire. Il faut qu'il participe réellement aux activités. Et dans ce sens, nous utilisons plusieurs méthodologies. Normalement, on utilise un modèle d'apprentissage dit coopératif. Et donc, on a vu que cela fonctionne pour d'autres jeunes qui n'ont pas de besoins spéciaux par rapport à la leçon individuelle ou présentielle. On utilise souvent des ateliers créatifs d'expression, de production qui sont adaptés évidemment à l'étudiant et fonctionnent également pour des élèves qui ne sont pas des enfants BEP. Et puis les activités individuelles, quand on parle de troubles, de handicap, alors on s'inspire normalement des activités de la didactique ordinaire et des activités dans les ateliers. Donc, la qualité de l'intégration, la qualité de l'inclusion dépend essentiellement des ressources qui sont déployées par le groupe des enseignants pour arriver à la normalité spéciale. Voilà, voilà ce que j'ai pu, en l'espace de 5 minutes, ce que j'ai pu vous dire pour répondre à la question sur les approches didactiques pour les étudiants BEP. Merci beaucoup. C'est 5 minutes très, très riches. Monsieur Le Goff, je me tourne vers vous à présent. Vous dirigez un établissement à la croisée des influences. La croisée des influences, la France pour la tutelle et la réglementation, l'Italie pour l'ancrage géographique. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Monsieur Le Goff, Monsieur le Proviseur, pouvez-vous nous présenter donc les pratiques d'adaptation qui existent au sein de votre établissement? Bonsoir à tous. Donc, pour être aussi concis, j'espère que les interventions précédentes, voilà ce qui se passe, je dirais, en Italie, plus précisément à Turin, et plus globalement au sein du réseau de l'AEFE, voire encore plus largement au sein des établissements français implantés à l'étranger, puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes à la croisée des chemins, et les établissements français ne sont pas qu'en Italie, hein, c'est un très très gros réseau de plus de 500 établissements et de pratiquement 400 000 élèves. Et évidemment, au sein de ces 400 000 élèves, il y a des profils extrêmement particuliers, et je dirais même des profils qui sont de plus en plus particuliers, puisque la diversité est de plus en plus un marqueur, je dirais, de la sociologie à l'intérieur des établissements français à l'étranger. Nous sommes donc des établissements à programme français et devons donc respecter, je dirais, un certain nombre de normes de l'Hexagone. Pour me faire un petit peu l'écho de ce qu'a dit M. Bourg tout à l'heure de sa présentation,
je compléterai voilà, avec 3 dates qui sont, je dirais, les 3 marches législatives qui ont vu la mise en place de manière sérieuse et appliquée de l'intégration puis de l'inclusion des élèves à besoins particuliers. C'est 2005, 2013 et 2019 pour la dernière série de textes. Donc, on n'est pas dans la même épaisseur historique que ce qu'évoquait M. Ciambrone tout à l'heure. Pour autant, les choses évoluent extrêmement vite de manière à pouvoir répondre à un certain nombre de demandes. Alors, quelles sont ces demandes? Elles ont été là aussi esquissées à droite et à gauche dans diverses interventions. Ce sont des élèves qui ont des difficultés d'expression, des difficultés de langage, tout ce qu'on va appeler les 10 au sens large du terme. Nous avons aussi, même si c'est un petit peu plus rare dans nos établissements, des élèves qui ont des soucis de handicap moteur et puis dans une autre catégorie, mais nous devons aussi de nous en occuper, de les intégrer pleinement, des élèves dits à haut potentiel. Pour être un petit peu plus concret et un petit peu plus pragmatique, la cellule de base à l'intérieur d'un établissement comme Giono, c'est ce qu'on appelle l'ESS, autrement dit l'équipe de suivi éducatif, de suivi de la scolarisation qui, plusieurs fois pendant l'année, va réunir autour de la table tout ou partie de l'équipe pédagogique, la famille, mais aussi éventuellement les spécialistes qui gravitent autour des élèves qui ont donc ces besoins particuliers. Parce que même si l'école ne peut pas tout, elle doit quand même contribuer au parcours de l'élève, parcours au sens scolaire, mais au sens voilà, parcours de vie. Voilà, c'est un maillon fort. Et on reviendra tout à l'heure sur le confinement. On a vu que quand l'école manquait, il y avait un certain nombre de choses qui s'écroulaient tout autour. Donc, ces équipes de suivi de la scolarisation sont vraiment primordiales. Et l'école est là en complément, voilà, puisqu'il y a du temps passé, autant que ce temps soit intelligemment mis à profit avec le travail qui peut être fait avec qui est un psychologue, qui est un ortho, etc. Enfin, différentes spécialités. Pendant longtemps, tous ceux qui gravitaient autour des élèves voilà, faisaient leur travail consciencieusement, mais sans se parler. Maintenant, c'est réellement différent avec vraiment cette notion de parcours. Et puis, je rajouterais aussi qu'une des difficultés que nous avons ici à Giono, mais dans les autres établissements scolaires français à l'étranger, c'est que nous devons certes appliquer les mesures prévues en termes d'inclusion scolaire, sans pour autant pouvoir bénéficier au niveau local des structures qui existent en France ou des spécialistes voilà, qui sont ramenés de manière statutaire par l'éducation nationale. Donc c'est sans doute pour ça que dans les établissements français de l'étranger, il y a eu un petit temps de retard, mais les choses vont maintenant très très vite parce que voilà, les structures type maison départementale des personnes handicapées qui existent en France voilà, n'ont pas leur équivalent ou en Italie ou ailleurs. Et le gros effort qui est fait, notamment, et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, gravite autour de la formation des personnels, puisque effectivement prendre en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est mettre autour d'eux des personnes, mais des personnes compétentes. Accompagner quelqu'un sur ce qu'évoquait M. Bourg, c'est-à-dire un plan type PAP, PAI, enfin ce sont des tas de sigles qui masquent un certain nombre de lacunes. Mettre donc des adultes autour de l'enfant, c'est bien joli, mais encore faut-il que ces adultes soient formés, avec une difficulté supplémentaire dès lors qu'on est dans un établissement à l'étranger, c'est la difficulté linguistique, puisque nos élèves sont souvent écartelés entre des racines italiennes, aussi des racines françaises, et puis s'ajoute à cela un parcours linguistique assez riche qu'il faut assimiler. Donc voilà, cette difficulté majeure aussi se fait jour, mais quand on arrive à faire de la difficulté un avantage, évidemment, ça ne fait que progresser nos élèves encore plus vite, ou du moins les rassurer dans leur parcours. Donc voilà pour un très très bref et très superficiel aperçu de Giono à Turin et plus globalement de l'AEFE. Merci, monsieur. Alors, de ce premier tour de table, je
je retiens que l'objectif de scolarisation en milieu ordinaire, en classe ordinaire, au fond, est un objectif partagé, que dans nos deux pays, la prise en compte de toutes les formes, des différentes formes d'empêchement est très très forte, et que les différences de mise en œuvre qui peuvent exister, si j'ai bien compris, ne renvoient pas à des différences d'approche philosophique ou pédagogique substantielles. On est bien sur des objectifs partagés de scolarisation en classe ordinaire et de prise en compte de toutes les spécificités. Alors, dans ce deuxième tour de table que j'aimerais lancer avec vous, il me semble qu'il serait bon de voir comment la continuité pédagogique a été mise en place dans nos deux pays, dans le contexte de la crise sanitaire. Comment, en particulier, cette caractéristique importante qui a été le recours massif au distanciel a impacté la prise en compte et l'accompagnement des besoins éducatifs spécifiques. Au fond, pour le dire de façon un peu rapide, est-ce que l'accompagnement des publics en difficulté a survécu aux mesures de continuité pédagogique? Est-ce qu'il s'est transformé? Est-ce qu'on a vu émerger de nouvelles solutions? Est-ce qu'on a vu émerger de nouveaux publics fragiles? Et quel bilan on peut tirer d'ores et déjà de ces mesures de continuité pédagogique en matière de décrochage, en matière d'acquisition des fondamentaux, etc. Alors, je reviens juste sur une chose que j'ai dite comme ça en passant. J'ai parlé d'un recours massif au distanciel. Excusez-moi, on ne se refait pas. Je devrais plutôt dire un recours massif à une certaine forme de distanciel qui correspond souvent à de la mise à disposition de ressources, à l'utilisation d'outils comme la classe virtuelle, un recours massif à la vidéo, qui alors sont évidemment des formes d'enseignement à distance, mais qui ne correspondent pas tout à fait ou pas exactement, mais ce n'était pas le but, au standard actuel du e-learning. On est bien d'accord. Donc, le recours massif a été fait à une certaine forme de distanciel plutôt qu'à l'enseignement à distance. Alors, Monsieur Bourg, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'accompagnement des élèves fragiles dans ce contexte de crise sanitaire, et est-ce que vous avez d'ores et déjà quelques éléments de bilan à nous communiquer? Je précise pour tout le monde que les réponses doivent être encore un tout petit peu plus courtes que la première fois pour qu'on laisse du temps aux questions. Merci beaucoup. Pas de souci, j'ai bien entendu. Alors, la France, comme vous le savez, a connu, nous sommes encore dans une période de confinement, nous sommes dans la deuxième. Il y a eu une première période de confinement avec une période de déconfinement, une transition, ce qui n'a pas été le cas de l'Italie qui n'a repris l'école qu'après les congés d'été. Et puis maintenant, nous avons fait une rentrée scolaire et derrière, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans une période de confinement, mais confinement allégé, comme vous le savez, puisque les élèves sont à l'école néanmoins. Alors, la période du confinement, la première, qui était vraiment assez difficile pour tout le monde, je pense, a effectivement contraint les élèves à rester à la maison, à transformer les parents, bien souvent, en pédagogues. Donc, c'était une mission qui leur incombait, qui était nouvelle, qui n'était pas facile, parce que certains, évidemment, devaient gérer en même temps leurs activités professionnelles, en distanciel notamment, et puis d'autres raisons aussi qui faisaient que c'était très compliqué. Alors, ce que nous avons mis en place, tout d'abord, c'est avec nos enseignants, justement, assurer un suivi le suivi de proximité que nous pouvions mettre en place en distanciel, alors en utilisant tous les moyens possibles, bien évidemment, hein, le téléphone, le numérique, ce que vous voulez. Il s'est passé même, par exemple, je donnerai un exemple très très simple, même en milieu pénitentiaire, où là les élèves étaient, parce que nous avons quand même quelques élèves qui sont en milieu pénitentiaire, eh bien ils étaient confinés dans une prison, l'enseignant ne pouvant pas rentrer librement dans la prison, eh bien certains sont allés porter en main propre, presque je dirais à l'entrée de la prison, les cours qui ne pouvaient pas être envoyés justement en numérique, à cause de la problématique liée au numérique en milieu pénitentiaire. Donc on a eu un engagement très très fort, mais vraiment des personnels, enseignants, accompagnants, les cadres bien évidemment, les chefs d'établissement, les inspecteurs, donc vraiment une mise en œuvre et en marche très très forte de l'ensemble des personnels, je dirais c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement ce que vous avez évoqué à l'instant, c'est toute la dynamique matérielle.
Nous avons mis en place, alors au-delà d'aller porter le cours en main propre, nous avons été aussi aidés par un conventionnement avec la Poste en France, avec DocaPost, qui a permis justement d'assurer un transfert des éléments d'un lieu à l'autre. Et quand je dis des éléments, ça peut être des cours, effectivement, mais ça pouvait être du matériel physique, un ordinateur pour un élève qui n'en a pas, par exemple, à la maison, une tablette. Des éléments de cet ordre-là ont pu être apportés aux familles qui étaient dans le besoin. Un apport financier, bien évidemment, tout un ensemble de modalités qui ont été mises en place. Et puis alors, bien sûr, sur nos sites institutionnels, à l'Éducation nationale, nous en avons deux, je dirais, le site éducation.gouv, qui est un site pour tous les usagers éventuels, et puis un deuxième qui est plus pédagogique, qui s'appelle EduScol, qui est un site à destination initialement des enseignants, mais qui est ouvert à tous. Donc les familles, par exemple, ont pu y accéder très librement et ont pu, dans ce cadre-là, accéder à des ressources que nous avons mis à leur disposition, des ressources qui ont été créées spécifiquement pendant cette période particulière. Et du coup, on a pu assurer comme ça une meilleure continuité pédagogique à partir de ces ressources EduScol. Et j'en citerai une particulièrement qui nous semble très intéressante pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est la plateforme Cap École Inclusive. D'ailleurs, vous voyez la fiche juste derrière moi, qui est en fait une plateforme qui a été créée justement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, qui initialement aide l'enseignant à analyser les besoins de son élève, et qui, du coup, derrière, lui fait des propositions d'adaptation pédagogique très simples, très concrètes, que l'enseignant peut mettre en place. En plus de ça, il y a d'autres ressources, à part des ressources sous forme de podcast, sous forme de films, des choses comme ça. Donc cette plateforme, au moment du confinement, nous l'avons ouverte à tous. D'ailleurs, elle est toujours ouverte, puisque nous sommes toujours en confinement. Et par conséquent, les enseignants, les familles aussi, et les élèves ont pu se saisir de ces éléments-là pour faciliter justement la mise en place des adaptations pédagogiques. Voilà, je ne veux pas être trop long, donc je me tiendrai à ce point-là pour ce que nous avons fait pendant la période. Merci, Monsieur Bouban. Alors, ne m'en veuillez pas, mais comme je suis particulièrement chauvin, je vais ajouter le dispositif Ma classe à la maison du CNED déployé pendant ces périodes. Je me tourne vers Monsieur Ciambron. Là encore, la question est assez similaire. Comment, Monsieur Ciambron, le modèle inclusif italien s'est-il adapté à la crise sanitaire? Grazie. Dunque, noi abbiamo diciamo, percorso strade diverse. Nous avons suivi des voies différentes. Je crois que au début du mois de mai, j'ai eu l'occasion de lire la circulaire du ministre Blanquer que j'avais beaucoup appréciée, qui réouvrait les établissements scolaires. L'Italie, en réalité, a réouvert début septembre. La période de confinement nous a beaucoup appris. Il y avait sûrement des problèmes techniques qui concernaient la connexion, donc les infrastructures, la connexion pour les établissements scolaires et également des étudiants qui étaient à la maison. Et là, nous avons essayé d'intervenir. Il y a eu d'ailleurs des sommes importantes qui ont été affectées pour les connexions, pour permettre d'acheter des cartes de téléphone aux élèves les plus en difficulté. Maintenant, nous offrons avec les systèmes satellitaires, car vous savez qu'il y a des petits centres, des petits villages dans lesquels une entreprise de téléphone n'a aucun intérêt à mettre un câble pour 10 abonnements. Et donc, avec des systèmes satellitaires très sophistiqués, nous avons pu créer des connexions excellentes. Mais au cours du confinement, les étudiants porteurs de handicap étaient à la maison. Pour ce qui concerne les étudiants avec handicap sensoriel, nous avons pu intervenir grâce à des assistants qui, par exemple, utilisaient la langue des signes. Mais pour les handicaps intellectuels, il est très difficile d'intervenir à distance. Et cela a des retombées sur les familles. En partant de là, notre ministre
a décidé de donner la priorité à la didactique en présence avec les élèves porteurs de handicap. Et au mois de septembre, lorsque nous avons réouvert les établissements, il y avait eu des indications très claires qui disaient qu'une partie des étudiants devait, même en cas d'enseignement à distance, rester en présence. Tout d'abord, les élèves porteurs de handicap, mais également les enfants du personnel sanitaire qui a des horaires impossibles, qui ne pourraient pas rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Cela, nous l'avons fait en général. Et puis, nous avons pu faire des dérogations à certaines dispositions et faire en sorte que même dans les régions rouges, entre guillemets, où la diffusion de la contagion est plus importante, les élèves porteurs de handicap puissent rester en classe. Et j'ajoute un dernier point, nous avons une organisation territoriale pour l'inclusion. C'est un système de support entre enseignants qui prévoit des centres territoriaux de support. Il y en a un pour chaque province qui offre un soutien, une formation aux enseignants quant à l'usage des nouvelles technologies et des nouvelles technologies pour le handicap. Et auprès de ces centres sont présents également des guichets pour l'autisme. Ce sont des guichets qui offrent un service particulier pour ce qui concerne le support à d'autres enseignants qui sont confrontés avec des élèves avec de graves troubles du spectre autistique. Il y a donc des équipes de 10 ou 20 enseignants très experts en la matière qui interviennent pour aider leurs collègues. Car ne pas se sentir seul est un élément fondamental et la fragilité n'est pas présente seulement parmi les étudiants. La littérature scientifique internationale parle de teacher agency, mettre l'enseignant dans la possibilité de travailler au mieux. Encore 30 secondes pour ajouter que l'Agence européenne pour les besoins spéciaux et l'éducation inclusive, dont nous faisons partie avec la France et 30 autres pays, un expert de l'agence, M. Serge Bersold, j'aime bien citer une phrase. Il dit « Meilleure est l'inclusion scolaire, meilleure sera l'inclusion sociale ». C'est un fait auquel nous sommes toujours confrontés, surtout vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Monsieur, beaucoup de choses dans votre intervention qui déjà posent des jalons pour le dernier moment de cette table ronde. Il y a déjà pas mal de pistes dans tout ce que vous venez de dire qui me paraissent extrêmement importantes sur les questions d'accessibilité, des questions de formation, et puis sur les enjeux avec la dernière formule que vous venez de relayer. Je n'en dis pas plus. Monsieur Le Goff, est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous faire un retour sur l'expérience de la mise en œuvre de la continuité pédagogique au lycée Giono? En 2 minutes. 2 minutes, donc je compresse l'espace-temps, j'ai bien compris la consigne. Donc effectivement, lycée Giono, fortement marqué comme tout le nord de l'Italie, hein, le Piémont, la Lombardie, par les différentes vagues Covid. Donc aujourd'hui, nous sommes confinés à partir d'un équivalent des classes de collège, puisqu'il n'y a que l'école primaire et les classes de 6e qui sont encore en présentiel. Avec un fonctionnement actuel qui est différent du premier. On avait tendance à appeler ce qu'on a mis en place lors du premier confinement de la continuité pédagogique à distance, c'est-à-dire voilà, on a mis en place un certain nombre d'outils en attendant un retour à la normale, alors que là, on a plutôt tendance à parler d'enseignement à distance, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un déroulé
pas normal, mais quasi normal des programmes, et on essaye d'être dans le rythme qui est celui qui est propre à celui donc d'une année scolaire. Pour être synthétique, une fois passé ce qui a été aussi évoqué, c'est-à-dire la mise en place d'outils techniques, d'outils informatiques, et de s'apercevoir que, à notre grande surprise, toutes les familles n'avaient pas forcément à l'informatique telle qu'on l'imaginait, c'est-à-dire un ordinateur. Nous avons, voilà, pour dire clairement les choses, des catégories sociales plutôt privilégiées, mais pour autant, nous avons découvert que l'équipement informatique domestique ressemblait tout simplement assez souvent à ça, c'est-à-dire à un téléphone portable. Et dès qu'il s'est agi de travailler, notamment avec les élèves les plus fragiles, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que voilà, des élèves qui sont 10, on a besoin de les faire travailler sur l'écrit, on a besoin du crayon, papier, feuille, et de scanner et de renvoyer des choses. Et avec l'équipement qui manquait dans les foyers, ça s'est avéré extrêmement difficile. Et donc, nous avons, après cette première phase de mise en place de plateformes, dont certaines, évidemment, sont les plateformes françaises qui ont été évoquées tout à l'heure, on a évidemment mis toute notre énergie sur les élèves que nous savions déjà être fragiles. Nos fameux élèves suivis par des PAP, des PAI ou d'autres programmes d'accompagnement. Mais ce que nous n'avions pas non plus perçu ou suffisamment anticipé, c'était la fragilisation d'autres élèves qui n'ont pas forcément très bien vécu le premier, voire même le deuxième confinement, mais surtout voilà, des fragilités qui se sont accentuées. Et paradoxalement, et je dirais presque heureusement, ça a un côté rassurant, nous avons été obligés de réinjecter de l'humain dans ce système qui avait tendance à basculer totalement du côté du numérique. Concrètement, ça veut dire quoi, réinjecter de l'humain? L'humain était déjà là, évidemment, à distance, je pense aux équipes enseignantes, mais réinjecter de l'humain, ça a consisté à faire revenir des personnels qui étaient mis au chômage parce que voilà, ils n'avaient plus, je dirais, d'utilité directe à l'intérieur d'un établissement qui était fermé. Et donc, nous avons fait revenir ces personnels, notamment de vie scolaire, pour faire un suivi au quotidien des élèves, pour reprendre contact avec eux et pour voir ce qu'il y avait derrière cette façade numérique. Et souvent, on a découvert voilà, un bon paquet de mal-être qui s'était accumulé, souvent en plus de difficultés pédagogiques. Donc, et j'y reviendrai dans le dernier tour de table, ça nous a ouvert évidemment certaines perspectives pour le deuxième confinement là, que nous vivons actuellement, et ça nous en ouvre aussi d'autres pour l'après, puisque évidemment, on espère basculer tôt ou tard dans une certaine normalité. Merci, monsieur. Je rebondis sur un élément que vous avez abordé. Là, je reprends un petit peu ma casquette de directeur des formations et services du CNED, autrement dit de fabricant de parcours en e-learning. Vous posez la très, très délicate question du rapport des jeunes élèves, des jeunes d'une manière générale au numérique, qui nous amène à nous poser la question des usages. Et en effet, c'est vrai que le device, c'est le smartphone, et que le rapport au numérique, il est souvent sur le mode de forme extrêmement brève, de clips très courts, de textes extrêmement courts, évidemment hérité des réseaux sociaux, ce qui nous pose, enfin pas des difficultés, mais ce qui vraiment engage notre façon de concevoir, côté CNED, des parcours d'enseignement à distance. Je n'en dis pas plus, je ne voudrais pas m'écarter du sujet, mais vous avez pointé une question qui, pour nous, est véritablement extrêmement importante. Je me tourne enfin pour ce deuxième tour de table vers Elisabetta Pacosi. J'aimerais vous solliciter sur un retour de votre propre expérience d'accompagnement d'élèves à besoins éducatifs particuliers durant cette crise sanitaire. Sì, infatti vorrei raccontarvi la mia Oui, esperienza. je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle. Et pour ce faire, je voudrais
reparcourir les moments saillants de l'urgence. L'année dernière, j'ai suivi une jeune atteinte du syndrome de Down au Sacré-Cœur de Florence, lycée linguistique, dernière année. Elle devait donc, elle avait un programme différencié, mais elle devait passer son examen. Et elle a un retard mental modéré, mais elle a d'excellentes capacités cognitives, autonomie personnelle. Et donc, en tant que prof de soutien, j'ai complété mon parcours avec elle après l'examen de l'année dernière. Mais les phases de l'urgence, eh bien, la crise est arrivée le 21 février. Et il y avait des foyers à Codogno, Evo et Uganeo. Après quoi, 2 semaines plus tard, l'école a été fermée. Tous les établissements ont été fermés, y compris les universités. Mais on pensait qu'elle rouvrirait 2 semaines plus tard, à la mi-mars. Par contre, et donc, on a vite créé, mis en place la didactique à distance. Mais elle devait servir de pont à ce moment-là pour ensuite revenir à la normale après la résorption de l'urgence. Mais le 7 mars, on a fermé le nord de l'Italie. J'habite en Toscane, je vis à Prato, je travaille à Florence et les gens allaient dans leur résidence secondaire pour ne pas subir le confinement et pour ne pas rester renfermés au nord. Et donc, les gens prenaient des trains et se retrouvent sur la côte de la Toscane. Le 9 mars, 100 jours séparaient les élèves des examens. Et à Florence, il y a une tradition. Les jeunes vont à la plage pour jeter du sel dans l'eau. C'est une tradition avant les examens, avant la dernière. Et les parents appelaient leurs enfants pour leur dire de rentrer chez eux. Ils avaient peur des contaminations. Et donc, le soir, le Premier ministre a annoncé qu'il fallait tout fermer et le lendemain, il y aurait donc le confinement et le pays devait se fermer, s'arrêter. Seuls les services dits essentiels resteraient ouverts. Le lendemain, le surlendemain, on a déclaré la pandémie, l'OMS a déclaré la pandémie. Nous étions dans un état d'urgence. Et dans un état d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On s'efforce de réduire les dommages. Il n'y avait pas de ligne directrice pour les enfants BEP ou pour les jeunes normaux, entre guillemets. Et la didactique à distance a été très importante au cours de cette période dans la mesure où elle nous a permis de prolonger notre activité didactique, y compris avec des jeunes atteints de handicap grave. Même là où il fallait la présence des parents. Mais nous avons pu assurer la continuité de l'enseignement. Nous avons pu continuer la socialisation de ceux qui n'avaient pas de connexion. Ils ont pu se connecter. On a pu créer des ponts, on a pu travailler sur l'autonomie, on a pu travailler sur les projets de vie. Bien sûr, nous ne l'avons pas pu faire comme nous aurions pu le faire en présentiel, mais il y a eu des apports très importants de la didactique à distance, par exemple la flexibilité de l'emploi du temps. Chez moi, dans mon école, il ne fallait pas avoir des classes nécessairement le matin. Des jeunes ayant des BEP moins importants que le handicap de mon élève dont je vous parlais à l'instant pouvaient être plus attentifs, améliorer l'apprentissage. La didactique à distance devant être utilisée comme il faut, comme il se doit. Pour mon étudiante, finalement, elle a fait ses examens, elle a préparé un mémoire comme l'ont fait les autres étudiants. Bien sûr, nous avons eu pas mal de problèmes. Mon étudiante est allée à la campagne pour éviter le confinement à Florence. Elle n'avait pas de connexion Internet. Elle a dû inventer Dieu sait quoi pour se connecter. Mais et puis, il y avait des sœurs, des frères, des parents qui faisaient du télétravail. Il y avait très peu de connexion et tous devaient pouvoir en bénéficier. Elle était en isolement. Expliquer à une jeune atteinte de ce handicap le confinement, ça n'a pas été facile. Elle était triste et en colère. Elle a perdu une bonne partie des autonomies qu'elle avait pu acquérir grâce à la socialisation parce que, en tout état de cause,
le fait de parler avec les profs, avec les camarades, ça favorisait l'autonomie. Et puis, il y avait des problèmes de responsabilité parce que cette fille était placée devant l'écran de l'ordinateur, mais ses parents étaient au travail. Et si elle se levait pour prendre un verre d'eau, elle rentrait une demi-heure plus tard. Je ne savais pas où elle était partie. Et puis, les devoirs, les activités pratiques, quand il y a le handicap, ça se complique. Savoir ce qu'elle est en train de regarder, si nous regardons le même livre, ce qu'elle a sous les yeux, on ne peut pas savoir tout ça dans la didactique à distance. Mais il y avait une invasion également dans la vie privée, la mienne et la sienne, bien sûr, les interférences des membres de la famille, des parents. Nous avons essayé de contrecarrer tous ces problèmes, par exemple, en nous efforçant de demander des devoirs permettant la socialisation, des interviews, des interrogations avec ses camarades, suivre les classes seules de manière qu'elle soit plus autonome, créer des chats avec ses camarades pour pouvoir, pour avoir un support, comment dire, plus psychologique. En outre, on a ouvert les ateliers de théâtre, et donc elle a pu faire un spectacle en ligne. C'était très beau. Elle a beaucoup travaillé sur l'autonomie, sur la gestion des relations aux profs et aux camarades dans le cadre des ateliers. Nous avons utilisé Google comme plateforme, des outils tels Classroom. On a créé sa propre Classroom, leur permettant de travailler directement avec les profs, et les profs pouvaient voir ainsi ses progrès. Quand elle avait bien sûr, elle devait demander à ses parents de rester. J'ai dû demander aux parents de rester à côté de la fille parce que souvent, je ne la voyais plus. Et donc, j'ai demandé de l'aide à ses parents. Voilà ce que j'ai pu faire pendant la crise. Merci. Votre intervention, Elisabetta, conclut le deuxième moment de cette table ronde. Reste à voir, alors, dans un moment qui sera forcément le plus bref, hein, compte tenu du temps qui nous est imparti, reste à voir comment on pourrait mieux faire. Comment faire mieux à la fois en temps ordinaire et en temps de crise. Alors, quelques pistes. Est-ce que l'on peut anticiper la gestion de crises pédagogiques comme on anticipe d'autres crises sécuritaires, par exemple? Est-ce qu'il faut former les enseignants à l'enseignement à distance? Est-ce qu'il faut y sensibiliser les élèves? Est-ce qu'il faut faire connaître les possibilités de l'enseignement à distance? Pourquoi pas ses limites également, hein? Est-ce qu'il faut repenser la complémentarité distance-présence? Voilà, un certain nombre de questions donc, que je lance comme ça et que je soumets à votre sagacité. Je vais me tourner vers Monsieur Le Goff. Dans un premier temps, comment les établissements vont-ils se préparer à assurer la continuité pédagogique à l'avenir? Est-ce que cette continuité se fera selon une complémentarité présence-distance, avec une réponse un peu brève, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Non. Alors pour regarder au-delà de la crise et regarder des jours meilleurs, il est clair que ce que nous avons connu et ce que nous connaissons encore laissera des traces dans la relation numérique, enseignement traditionnel, place des familles, etc. Donc il y a quelque chose là qui est en cours d'analyse et je pense que ça prendra beaucoup de temps pour avoir du recul. On a quand même, je dirais, quelques certitudes ou quelques ressentis forts. Premièrement, et ramener aussi à l'échelle évidemment des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est la nécessité, en présentiel ou en distanciel, de faire vivre un maximum la classe. Et on s'est aperçu évidemment qu'une classe, c'était pas juste la somme d'individus mis côte à côte, mais qu'il se passait un certain nombre de choses à l'intérieur de cette classe. Et que la distance cassait cette relation et avait tendance à évidemment mettre un peu plus à l'écart parfois ce qu'il était déjà et de créer là aussi de la distance là où on ne l'attendait pas forcément. Voilà. Et puis,
on s'est aussi aperçu, quand on a repris la main ou essayé de garder la main là, sur nos élèves à besoins éducatifs particuliers, même si c'est à distance, et pour reprendre une expression que j'aime bien, on s'est aperçu que ces élèves à besoins éducatifs particuliers avaient véritablement un effet catalyseur sur les équipes pédagogiques en les rassemblant, même à distance, un effet catalyseur sur la classe que j'évoquais et plus globalement sur l'établissement. Parce que voilà, quand on arrive à faire vivre quelque chose autour de ces élèves, ça redonne du sens, surtout en période de crise, ça redonne du sens à nos métiers. Et puis j'évoquais tout à l'heure qu'on avait dû réinjecter de l'humain pour pouvoir faire vivre certains dispositifs numériques. On est aussi persuadé qu'à l'avenir, évidemment, le numérique va rester et inversement va être en appui ou en prolongement de l'humain, puisque les élèves, quelle que soit l'aide ou quelle que soit leur difficulté, quand ils sont dans l'établissement, voilà, ils sont bien encadrés par des professeurs extrêmement compétents, par des accompagnants, comme je disais, de plus en plus formés. Mais, quand ils sont à la maison, il y a à nouveau une rupture qui s'installe, ou une rupture qui s'installe à la faveur aussi des vacances scolaires. Et justement, cet outil numérique, ces plateformes qui peuvent continuer à vivre, permettront là aussi de donner de la continuité au parcours et d'éviter ces micro-ruptures qui, pour les élèves les plus fragiles, peuvent être parfois irréversibles. Elisabetta, je vous relance la question que j'ai posée en introduisant cette dernière partie. Comment mieux faire à l'avenir, dans une réponse peut-être encore plus courte que celle de Monsieur le Proviseur Le Goff? Allora, in tempi, diciamo, ordinari... Oui, en temps ordinaire, je mise sur la formation des enseignants, que ce soit les enseignants de soutien et les autres, pour stabiliser également les enseignants de soutien. Il faut que l'offre soit constante, sans rupture. La prise en charge toujours des jeunes par l'équipe des enseignants, donc une école qui respecte la vulnérabilité des enfants et qui soit l'allié de l'enfant fragile. Et en temps de crise, ce que nous avons appris, c'est que le handicap a besoin de la présence. Et le décret du président du Conseil des ministres voit la présence de la didactique, y compris dans les zones rouges. Il y a la possibilité d'intégrer à tour de rôle les étudiants qui peuvent assurer l'inclusion. Moi, j'ai constaté que ceci n'est pas toujours respecté et des élèves handicapés ne peuvent pas participer à la vie scolaire. Alors, je ne sais pas si c'est un aspect positif ou négatif que d'empêcher les directeurs des établissements d'avoir cette autonomie. Mais il faudrait une certaine autonomie. Pour le reste, sur les handicaps et les jeunes BEP, la présence est l'objectif à poursuivre. Et le fait de travailler à distance a permis de réduire les conséquences néfastes, mais ça n'est pas performant à 100%, cette didactique à distance. J'espère avoir été brève. Il l'avait été, merci beaucoup. Je me tourne vers Alain Bouhours pour l'interroger sur l'avenir des pratiques inclusives en France et on va dire les leçons qui sont à tirer de cette expérience encore en cours de la crise sanitaire. L'avenir, nous l'avons réaffirmé en 2019 déjà dans la loi, j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, mais ça me semble évident. Nous sommes dans une démarche, vous l'avez bien compris, d'une scolarisation inclusive et nous l'avons réécrit en 2019. La forme était un peu différente préalablement. Et l'objectif est simple, c'est développer la personnalité de l'élève, favoriser sa formation initiale, formation professionnelle, pour favoriser justement son insertion sociale et professionnelle derrière. Et donc ça, c'est vraiment notre objectif qui nous anime tous pour les élèves quels qu'ils soient, mais particulièrement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est d'ailleurs une des priorités que nous avons mis au moment du déconfinement pendant cette période du mois de mai et juin.
et que nous avons encore aujourd'hui. Et de quelle manière? Alors, ça a été dit par tous les intervenants, je crois, aujourd'hui déjà. On a bien compris que la dimension distance implique du numérique d'une manière ou d'une autre, mais qu'on n'enlèvera rien à cet apprentissage s'il n'y a pas de l'humain aussi. Et un humain direct, un relationnel entre l'enseignant et son élève. Donc ça, c'est aussi un facteur que nous avons clairement tous pris en compte. Nous avons vu effectivement quand même certains élèves, mais qui décrochaient, qui rencontraient des difficultés, peut-être un peu plus, par exemple, je donnerai l'exemple de lycée professionnel où là nous avons eu des alertes. Finalement, aujourd'hui, au mois de novembre, vous voyez, quelques mois plus tard, d'abord, le bilan que nous pouvons en faire, c'est que ces élèves-là, finalement, on a réussi à les raccrocher d'une manière ou d'une autre, par de l'humain, par de la relation, par du numérique, par des ressources, dès la rentrée scolaire. Et aujourd'hui, déjà après quelques mois, on s'aperçoit que finalement, ils n'ont pas souffert de manière essentielle dans leur parcours de scolarisation, dans leur entrée dans les apprentissages et dans leur avenir justement professionnel. Donc, et le ministre l'a réaffirmé tout dernièrement. Donc, un des axes, c'est celui-ci, c'est bien l'humain. Un des autres axes, il l'a réaffirmé le 4 et 5 novembre dernièrement dans le cadre des États généraux du numérique. Et donc, ces états généraux du numérique visent deux choses. Un, justement, garantir un égal accès au numérique de tous et lutter contre la fracture numérique qu'on a pu percevoir justement pendant cette période. Et le deuxième axe, c'est permettre justement d'enseigner et d'apprendre le numérique et avec le numérique. Donc là, c'est clairement une action à destination des enseignants, de nos enseignants. Et nous faisons d'ailleurs évoluer en ce moment notre réglementation pour que déjà dans le cadre de leur formation initiale, tous les enseignants puissent bénéficier d'une meilleure formation aux usages du numérique, mais aussi d'une meilleure prise en compte des besoins éducatifs particuliers de nos élèves. Et puis derrière, ça c'est plus nous, Éducation nationale, c'est moins l'université, c'est toute la partie formation continue que nous sommes en train de renforcer, de développer avec un accès aussi par la certification via la voie professionnelle, les acquis professionnels. Voilà. Et je rajouterai un dernier mot, après je me tais, je vous promets, c'est le point sur la coopération. Tout ceci fonctionne, mais on ne travaillera pas tout seul, on n'y arrivera pas tout seul. On a bien vu justement, et cette crise nous l'a rappelé, c'est que ça fonctionne à partir du moment où on met, vous l'évoquiez, monsieur le proviseur tout à l'heure, autour de la table plusieurs acteurs. Et bien là aussi, c'est un peu notre intention. C'est pour ça que non seulement il y a des enseignants, il y a des accompagnants des élèves en situation de handicap, il y a des chefs d'établissement, mais il y a aussi des personnels soignants, des personnels du médico-social, un éducateur, un orthophoniste, qui interviennent autour de tous ces élèves. Et quand on réunit nos forces, quand on coopère, et bien d'abord, on est vraiment plus près des besoins des élèves, et on apporte les outils spécifiques dont peuvent avoir besoin certains en particulier. Enfin, donc, je vais me tourner vers M. Chambron pour lui poser la question suivante. Monsieur Chambron, quels enseignements tirez-vous de la crise sanitaire pour la prise en charge des publics fragiles? Ringrazio. Allora, ribadisco che Merci. Je dis encore une fois qu'avec des approches et des modalités différentes, il y a toujours une grande attention vers le handicap, vers les difficultés en France comme en Italie, mais également en Europe en général, et donc prendre en charge les élèves, les faire développer au mieux. Je crois que l'enseignement en présentiel est irremplaçable. Ce n'est pas moi qui le dis, l'UNESCO le dit, et Madame Pacose l'a dit très bien dans sa description, surtout pour les personnes fragiles. Et donc, nous œuvrons pour réouvrir les établissements scolaires. Nous avons beaucoup appris du confinement. Il s'agit d'un cours accéléré pour l'apprentissage des nouvelles technologies, pour la didactique à distance. Mais nous devons
faire davantage, malgré les nombreux outils que nous avons prévus. Je ne vous ai pas parlé de tout parce que nous n'avions pas assez de temps. Nous avons créé une équipe, une task force. Nous avons prévu que pour ceux qui ne peuvent pas venir en classe et qui sont porteurs de handicap, nous envoyons les professeurs chez eux. Je crois que cependant que pour être davantage inclusif, il faut plus de compétences. Quelqu'un a écrit classe compétente, classe accueillante. Il faut donc prévoir une formation importante et nous sommes en train d'adopter un décret qui prévoit des changements pour la formation initiale des enseignants. Chaque futur enseignant devra étudier pendant 1 an au moins l'inclusion scolaire, donc 1 an de plus. Donc, dans ces 5 années de cours, déjà maintenant, 6 mois sont consacrés à l'inclusion scolaire. Maintenant, ça deviendra 1 an et demi. Plusieurs chercheurs ont dit, s'ils étaient tous des enseignants de soutien, nous aurions résolu beaucoup de problèmes. Un dernier exemple, ça s'est passé dans une petite ville suédoise. Il y avait une classe normale avec 24% d'étudiants calés. Donc, un élève sur 4 ne passait pas des cours primaires au collège. Cet expert suédois est allé là-bas, a décidé de fermer les classes spéciales. Il a réparti les étudiants porteurs de handicap dans toutes les classes et de la coopération entre les enseignants de soutien qui ont des compétences spécifiques sur les handicaps, mais également sur les difficultés d'apprentissage. On a vu naître une synergie et donc en 1 an, sans dépenser un seul euro, il y a eu un changement de mentalité et cet établissement qui était en difficulté en Suède est devenu l'un des meilleurs établissements suédois. Et on est passé à 0% d'étudiants calés. Ce n'est pas un secret. Tous les experts d'éducation le savent. Mettre les enseignants dans les meilleures conditions pour enseigner en ayant une continuité dans l'enseignement, mais en augmentant la compétence, on peut soutenir les élèves les plus en difficulté et les plus fragiles. C'est quelque chose que nous continuons à apprendre. Et puis, il y a toute notre disponibilité pour résoudre les problèmes techniques. Mais ce sont là les problèmes les plus simples. C'est plus difficile que d'agir et sur la mentalité et que de travailler en profondeur. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà qui conclut donc notre dernier tour de table. Avant de prendre les questions, si vous le voulez bien, un mot, juste un mot de ma part. J'ai relevé dans nos échanges, au-delà des différences de mise en œuvre qui peuvent exister entre nos deux pays, une réelle proximité quant au principe de l'inclusion, hein, que nous valorisons chacun. Vous avez été nombreux à pointer l'hétérogénéité heureuse et féconde de la classe. Je veux dire par là, vous avez été nombreux à pointer que l'hétérogénéité est à l'avantage non seulement des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais elle est à l'avantage de tous en réalité. Par ailleurs, il me semble que le dernier tour de table montre très bien que les enjeux qui sont devant nous sont à peu près circonscrits en réalité. J'ai entendu parler de socialisation, j'ai entendu parler du fait d'injecter de l'humain dans l'enseignement. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne crois pas que l'enseignement à distance ait l'ambition, la volonté, la prétention de se substituer à l'enseignement présentiel. Je crois que personne ne l'envisage.
Par contre, je retiens de ces échanges que même l'enseignement à distance doit se poser la question de la constitution d'une communauté apprenante, ce que par ailleurs nous faisons. Parmi les enjeux que nous avons dégagés, je note la formation des enseignants qui est revenue chez tous les intervenants. Et puis enfin, vous avez tous mentionné la problématique, alors qui n'est effectivement peut-être pas la plus complexe intellectuellement, mais qui est une problématique matérielle à traiter, qui est celle de l'accessibilité numérique et de la lutte contre la fracture numérique, qui est la condition de possibilité d'un numérique éducatif fécond, pertinent et surtout juste pour l'ensemble de nos élèves. On a sans doute le temps de prendre une ou deux questions. Oui, alors voilà, vous avez eu beaucoup de commentaires tout au long de cette rencontre, avec des points de vue qui sont très variés entre eux. Je vais vous relayer la question d'une professeure donc, de langue française, une lectrice de français dans un collège, question à laquelle M. Ciambrone et Mme Pacozzi ont déjà en partie répondu. Néanmoins, la voici. Je suis lectrice de langue française dans un collège. La directrice a décidé que les élèves à besoins éducatifs spéciaux ont des activités à part et ne se connectent pas aux cours en ligne. Leur emploi du temps a changé. Ils n'ont plus de cours de français. Je trouve que cela les isole par rapport à leurs camarades et est injuste dans la mesure où ils auront l'examen comme les autres à la fin de l'année. Dans les faits, les élèves accompagnés par un éducateur se connectent avec les autres, mais ceux qui sont avec un enseignant de soutien ne se connectent pas. Comment réinclure ces jeunes tout de même? Ah, je vous entends plus. Et là maintenant, vous m'entendez? Oui. C'est parfait. Sans doute que Elisabetta peut réagir à cette question. Non ho ben capito, sinceramente. En fait, je n'ai pas très bien compris si c'est l'étudiant qui ne se connecte pas ou si c'est le dirigeant scolaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. On donne aux dirigeants scolaires la possibilité d'impliquer les BES dans l'établissement scolaire, ce qui fait que certains restent exclus parce qu'il y a des dirigeants qui n'admettent pas les BES ou les porteurs de handicap au sein de l'établissement scolaire. Et donc, l'inclusion ne marche pas. Il ne reste plus que la didactique à distance. Et je ne sais pas très bien à qui on peut s'adresser pour résoudre ce genre de problème. Je pense qu'il y a quand même des cas. Moi aussi, je n'ai pas très bien compris, mais c'est un fait que le système scolaire français est le plus grand système scolaire européen. Le système italien est peut-être à la deuxième ou la troisième place. Il faut toujours penser à un ministère de l'Éducation qui doit s'occuper de 9-10 millions d'élèves et 40 000 établissements. Chacun doit faire ce qui lui appartient. Donc, le dirigeant scolaire ne pas... On ne peut pas avoir quelqu'un qui de Rome va au fin fond de l'Italie ou quelqu'un qui de Lyon de Paris va à Lyon. Il faut qu'il y ait une répartition des tâches, sinon ça ne marche pas. Et il faut qu'il y ait des systèmes de support. Si au niveau local, il y a des difficultés, on n'arrive pas à résoudre tout seul, il faut qu'un niveau supérieur intervienne pour le soutenir. Et donc, si le problème est de nature financière, si c'est un problème de type organisationnel, si cela concerne les compétences, c'est là la tâche du ministère ou d'un système d'éducation. Nous essayons d'avoir toujours plus de force intermédiaire, car si le rapport est 1 à 10 000, 1 c'est le ministère, 10 000 c'est les établissements, ça ne
pourra pas marcher. S'il y a un corps intermédiaire, le rapport devient de 1 à 100. Et alors, ça devient possible. Nous essayons de le faire en créant cette tranche tampon entre les deux. Il faut identifier le problème et puis demander de l'aide à la personne juste, un niveau de coordination qui éventuellement oriente les demandes pour offrir des réponses appropriées. Voilà ce qu'on essaie de faire. Nous avons eu des collègues français qui sont venus. Notre système inclusif coûte extrêmement cher. Nous avons des ressources financières, mais le gros problème est celui de la formation qui doit essayer d'élever à un maximum les niveaux de compétences de chaque professeur jusqu'à celui des dirigeants scolaires. Merci. Sophie, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous souhaitez nous relayer une question supplémentaire? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Je souhaitais vous remercier tous pour votre présence, le public évidemment, vous, Arnaud, Alain, Raffaele, Elisabetta che saluto e la cui Firenze ritroverò presto, et Nicolas. C'était une table très intéressante, elle était difficile parce qu'en fait on ne sait jamais faire suffisamment bien dans ces cas-là. On voudrait toujours pouvoir faire mieux et effectivement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, le seul moyen c'est d'une part d'expérimenter et l'autre de se confronter les uns aux autres et d'essayer de voir si on trouve ensemble un chemin qui peut marcher mieux qu'un autre dans un pays plus qu'un autre. Pour ensuite modéliser et transférer ailleurs. Il y a tout un discours aussi à faire sur les objectifs que l'on attend et ce que l'on souhaite, ce que l'on cherche. Est-ce qu'on cherche davantage l'autonomie des élèves ou est-ce qu'on souhaite que tous deviennent des pilotes d'avion indépendamment de leur situation de départ? C'est aussi une question qui se pose. Moi, je vous remercie parce que vous avez nourri cet après-midi et j'espère qu'au-delà des actes numériques qui verront le jour et qu'on va essayer de publier assez rapidement, on puisse se retrouver, peut-être vous accueillir à Rome dans une situation qui ne sera pas en distanciel, tout en soulignant que ce distanciel nous a permis quand même de se réunir et d'abattre les frontières, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas autrement. Donc, on est toujours dans ce difficile équilibre entre ce que l'on souhaiterait et ce que l'on peut faire et ce que, effectivement, la technologie nous offre aujourd'hui, tout en étant parfaitement conscient de ses limites. Puis, je me permets de m'associer à vos remerciements. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, je m'associe à vos remerciements. Je remercie l'ensemble des participants pour des interventions vraiment de grande qualité et de concision contenue. C'est parfait. C'est absolument parfait. Merci encore à vous, Sophie, Nelly, et puis à la technique, parce que la traduction, le son, l'image étaient absolument impeccable. Alors, si vous le permettez, j'aimerais quand même vous présenter mes collaboratrices. J'aimerais de cacher qu'elles sont, elles apparaissent quand même pour vous les présenter. Alors, vous connaissez déjà Nelly, il manque Magali, Ileana. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Allô. Ah, ben les voilà. Donc, je vais leur donner. Prenez la parole parce qu'en fait, sinon, on ne vous verra pas à l'écran. Et Véronique a dû partir parce qu'elle avait un train. D'accord. Alors, Ileana Guzman, merci beaucoup. Magali, est-ce que tu peux nous... Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ces échanges. En direct de Naples. Et puis, celle que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez déjà rencontrée souvent, Nelly. Eh ben, bonsoir à tous. C'est un bonsoir de bonjour et un bonsoir de revoir.
Et merci beaucoup pour vos interventions. Effectivement, c'était très riche. Alors, j'ai vu dans les commentaires que certains regrettaient que cette table ronde ait lieu en fin de journée. On a essayé de contenter absolument tous les publics, mais voilà, c'est la journée du professeur de français, donc ce n'était pas la semaine. Et donc, voilà, il y a toujours un début et une fin. Mais en tout cas, c'était très, très riche et j'ai appris beaucoup, en tout cas, moi. Beaucoup, beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci encore à vous, Arnaud, dans cet exercice si délicat auquel vous êtes prêté avec beaucoup de brio et... Avec plaisir, surtout. Bon, super. Super. C'est le principal. Bonne soirée à tous et à très vite. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, merci. Merci bien, au revoir. Arrivederci. Un gentil message. Ouais, je voulais lui répondre, mais Ouais, j'ai pas eu le temps parce que tous. Voilà. c'est pour ça que je me suis pas déconnectée internationale encore. des mais- professeurs de français. Vous connaissez? Elle anime Elle est depuis partie. 1969 tout le monde est le parti. réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit Non, elle plus y est de encore, 200 attends. associations dans plus de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie qui appuie ses États membres sur le chantier important de l'éducation et de la formation. Basé à Dakar, l'IFEF conduit avec l'appui des partenaires de la francophonie des actions en éducation de base et de la formation en accordant la priorité au sous-secteur de l'éducation de base et de la formation professionnelle et technique. Actif sur 3 continents, Afrique, Asie et Amérique, et dans plus de 20 pays, il appuie les États et gouvernements dans la mise en œuvre de l'agenda pour l'éducation 2030. L'éducation et la formation constituent un défi majeur à l'échelle de la planète, et plus particulièrement en Afrique, où une jeunesse majoritaire est confrontée à des systèmes éducatifs débordés et peu efficients. L'IFEF propose des programmes phares tels que École et langue nationale ELAN, qui appuient les ministères de l'Éducation dans leur volonté de faire de l'enseignement bilingue français, langue nationale maternelle, un vecteur d'amélioration des résultats scolaires au cycle primaire. Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui contribue à l'amélioration de l'accès à une éducation inclusive et de qualité, du et en français, par le renforcement des capacités professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels de supervision de l'éducation de base. Copiloté par l'AUIF et l'OIF, IFADEM concerne aujourd'hui une quinzaine de pays francophones, majoritairement en Afrique. Formation et insertion professionnelle, FIGE, qui soutient l'élaboration de politiques publiques visant à relier la formation professionnelle avec les compétences attendues sur le marché du travail, ainsi que l'accompagnement dans l'élaboration des programmes de formation pour favoriser leur pertinence au regard du marché de l'emploi. Un outil KIX, partage de connaissances et d'innovation, un projet conjoint entre le Partenariat mondial pour l'éducation et le Centre régional de développement international. KIX est piloté par le consortium AUIF, Confemen et OIF et œuvre à l'amélioration des politiques publiques d'éducation dans 21 pays d'Afrique francophone
et lusophones. Enfin, un dispositif de centres régionaux francophones qui joue un rôle fédérateur dans la coopération entre les divers acteurs régionaux, nationaux et locaux actifs dans l'enseignement du et en français. Basés en Asie-Pacifique et en Europe centrale et orientale, les CREF renforcent les capacités des professeurs de français, langue étrangère, en particulier des enseignantes et enseignants débutants et ceux bénéficiant d'une faible exposition à la formation continue. Pour plus d'informations sur les programmes, visitez le site www.ifef.francophonie.org. L'IFEF pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous.